Bonsoir et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse d'RMC qui est diffusée tous les samedis soirs après l'after-foot et qui est proposée par le diocèse de Monaco. Et ce soir, on reste un peu chez nous, entre guillemets, entre monégasques, parce que j'ai le très grand honneur de recevoir l'ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO, Madame Anne-Marie Boisbouvier. Bonsoir, Excellence. Bonsoir Mathéo, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et vous êtes ici ce soir parce que on va parler d'un événement qui est très particulier, très important pour Monaco, c'est-à-dire la Sainte Dévote qui est célébrée chaque année le 27 janvier et qui est une sorte de fête nationale, n'est-ce pas? Alors, on fête plus particulièrement la sainte patronne de la principauté le 26 et le 27. Le 26, c'est une fête traditionnelle que je vais qualifier d'une tradition presque familiale et ça s'inscrit aussi bien dans l'histoire que dans la légende de cette jeune fille qui avait été tuée parce qu'on lui demandait de répudier sa foi et ce qu'elle n'a pas fait. Elle a été donc tuée et elle était en Corse à ce moment-là. Elle a été mise dans une barque et la légende veut que cette barque, au lieu de partir et de dériver vers l'Afrique, a été accompagnée par une tempête jusqu'à Monaco. Et lorsque la population de Monaco a récupéré son corps, lui ont donné une sépulture dans un vallon qui maintenant S'appelle s'appelle donc de la Sainte où Dévote. il y a effectivement l'église Sainte-Dévote. Et en fait, il y a eu en fait des miracles qui se sont produits au fil du temps et des personnes mal intentionnées ont voulu utiliser les ossements de cette sainte, les emmener. Et en fait, là aussi, une autre difficulté s'est montée contre eux au niveau de la mer et ils n'ont pas pu sortir du port. Donc, la population a rattrapé ces brigands et ont brûlé la barque dans laquelle ils essayaient de s'enfuir. Donc, c'est un petit peu cette légende qui est revécue lorsqu'il y a effectivement l'embrasement de la barque le 26 au soir, après une procession et une messe. Et le lendemain, il y a vraiment une messe en la cathédrale également, avec la présentation de l'ossuaire Des reliques des de reliques la Sainte de la Dévote. sainte. Oui, Parce qu'effectivement, nous rappelons aussi qu'elle est la sainte patronne de la Corse, exact. parce que vous êtes lié avec cette île française à travers cette sainte. On parlera encore de cette fête, mais d'abord, vu que, comme je disais, vous êtes l'ambassadeur de Monaco auprès de l'UNESCO, j'aimerais vous demander un petit peu quelles sont les relations internationales que Monaco entretient. Parce que c'est un petit État, on le sait, il a une surface de 2 km², mais pour autant, il est très présent à l'international, à la fois avec des relations bilatérales, mais aussi avec des traités internationaux, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, la principauté de Monaco est devenue membre d'un certain nombre d'organisations internationales au moment évidemment de leur création, comme ça a été le cas pour l'UNESCO, qui a été créée en novembre 45, mais la principauté en est devenue partie un petit peu plus tard. L'année prochaine, ce sera les 75 ans de Monaco à l'UNESCO. Effectivement, donc, dans ces organisations internationales, un pays valent une voix, donc c'est une reconnaissance importante pour même un tout petit pays comme le nôtre. Et c'est surtout une chance extraordinaire de faire valoir notre voix dans les enceintes internationales. Le prince Régnier était une personne très attachée également à faire reconnaître la principauté sur la scène internationale. Et en 93, Monaco est devenu membre des Nations Unies en qualité d'État membre À euh, 100%, à part entière, bien comme la sûr. France, l'Italie, la Tout à Russie, fait. je sais pas. Et donc, ça fait 30 ans cette année et nous allons fêter cela aussi cette année, effectivement. Donc, la présence de la principauté sur la scène internationale, en tant qu'État, a les mêmes engagements, les mêmes obligations que n'importe quel grand pays et peut devenir partie à ce que l'on appelle des conventions internationales, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, bien évidemment, ou l'environnement, pour lequel la principauté est très, très Justement, attachée à parce ce que genre de sujet. depuis plus d'un siècle désormais, Monaco attire l'attention du monde sur l'importance de protéger notamment les océans, la mer. Et c'est un travail qui a été commencé par le prince Albert Ier. Et est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette attention vis-à-vis des mers qui est propre de Monaco?
Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est vrai que la principauté de Monaco, au travers de ses souverains et plus particulièrement le prince, Albert Ier, qui est le trisaïeul du prince Albert, II, le prince souverain actuel, était très, très engagé sur la connaissance, des mers et des océans. Il a effectué un certain nombre d'expéditions. Il a également, permis d'avoir ce regard si particulier, mais surtout un regard visionnaire sur l'importance de ce poumon pour la planète. Ce sont des choses qui effectivement ont mis du temps à être pris en considération et qui est, un sujet tellement d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons cette chance d'avoir, cet ADN pour Monaco, de cet engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement, plus particulièrement pour la mer et les océans avec, bien sûr, vous le connaissez, le musée océanographique, mais également le prince Albert Ier avait créé un institut océanographique À ici à Paris. Paris, rue Saint-Jacques et ce sont des actions d'envergure qu'il avait pu mener au niveau de ses recherches. Qui était très en avance par rapport, à Très en l'époque. amont, très 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 visionnaire, très très en amont de ce qui se faisait effectivement à l'époque et qui sont toujours, utiles. Je pense notamment aux cartes bathymétriques qu'il avait pu créer et Mmh. qui sont toujours utilisées à l'heure actuelle. Donc, ce sont des points d'importance, oui. Revenons à la culture et tout à l'heure encore, on parlera de la fête de la Sainte-Dévote. Vous avez dit que le prince, Albert II est très attentif aussi à l'importance, à donner l'importance, à la culture et donc à l'UNESCO, c'est un peu l'un des théâtres de cette, action de Monaco. Pouvez-vous me dire comment, votre pays, contribue, voilà, au travail de cette institution internationale ou aussi dans d'autres domaines du point de vue culturel? Alors, du point de vue culturel, nous avons un certain nombre de textes internationaux, bien sûr, au niveau de l'UNESCO, dont la principauté est partie, que ce soit une des conventions que la plupart des personnes a en tête lorsqu'on parle de l'UNESCO, c'est la Convention du patrimoine naturel, mais également un texte un petit peu plus récent qui date de 2003, un traité, donc une convention internationale auquel Monaco est partie également, c'est le patrimoine immatériel. Mmh. Et dans cette convention rentrent en ligne de compte, justement des traditions, des savoir-faire, des chansons, des coutumes. Donc ce sont des aspects, assez intéressants parce que, de façon, j'allais dire plus logique, l'idée de sainte dévote pourrait un jour devenir peut-être un des biens que l'on protégerait au travers, Un patrimoine du patrimoine. immatériel, de Exactement. l'humanité. Voilà, parce que c'est une tradition. Voilà, ce serait un des aspects effectivement qui pourrait être, étudié pour que la principauté, puisse passer ce bien, cette tradition, en tant que bien, immatériel de l'humanité. Vous disiez tout à l'heure que c'est une fête très familiale et effectivement, un peu toutes les familles, monégasques participent, de façon très très intime, si on veut, avec, le reste de la population et c'est le cas aussi pour la famille princière, n'est-ce pas? Tout à fait, le souverain, est très attentif, il participe chaque année, accompagné par ses enfants et souvent effectivement, ce sont les familles avec les enfants qui viennent, pour l'embrasement de la barque. Je me souviens petite, c'était effectivement mon cas, à Parce que l'issue c'est un peu une d'ailleurs fête pour les enfants de voir cette barque qui c'est arrive, impressionnant les flammes effectivement, sur les eaux de voilà. la mer, Alors, c'est pas sur la mer, OK. jusqu'à il y a, 2 ou 3 ans, mais je crois pas qu'avec le covid, ça a un petit peu changé Oui. le lieu où ça se passe, mais c'était sur le parvis de l'église Sainte-Dévote. Effectivement, le feu était mis à la barque devant la population et les enfants attendaient la fin pour pouvoir aller récupérer souvent des petits clous, Ah! parce qu'en fait, ça censé apporter la chance, le bonheur à la maison. Donc, vous voyez tous les petits enfants qui sont munis de gants, bien sûr, et qui reviennent avec des gants troués parce qu'ils ont été brûlés, mais ils récupèrent effectivement des petits clous pour les ramener à la Sous maison, les voilà. yeux attentifs de leurs parents, Tout j'imagine. à fait, tout à fait. Pourquoi, à votre avis, il y a, comment dire, une importance si forte pour, une fête qui est religieuse à la base, mais qui, concerne aussi la sphère civile, de votre État? Alors oui, ça on va
quand on parle de tradition, c'est difficile de sortir uniquement l'aspect religieux ou pas. Bien sûr, c'est quand c'est une population qui fait sienne une tradition, on peut difficilement expliquer, s'il n'y a qu'un aspect spirituel ou un aspect bien sûr, il y a un aspect que de tradition, de famille et je vous dirais que je n'ai jamais raté une fête de la Vous Sainte Dévote. Donc la semaine prochaine, je serai effectivement, à Monaco pour cela. Mais c'est vrai que, la religion rentre quand même dans une certaine part, bien sûr, dans notre approche, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est vrai que pour Monaco, la religion catholique est religion d'État, Voilà. mais au niveau constitutionnel, toutes les tous les cultes sont autorisés à Monaco. Donc ça n'est pas une obligation, bien évidemment, mais il y a une religion d'État et les fêtes sont souvent des fêtes religieuses et elles sont suivies par la population, bien sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs on avait parlé lors de la fête nationale, la fête du Prince en novembre avec le directeur de la communication du diocèse de Monaco, l'abbé Christian Vénard. Effectivement, il nous avait expliqué quelles sont les relations, comment dire, la laïcité à la monégasque, c'est un peu dire comme ça. C'était quelque chose qui était très intéressant. Euh, pour revenir un petit peu à la principauté de Monaco, il y a tout au long de l'année une série d'événements culturels qui sont de haut niveau et qui servent aussi à, comment dire, à, promouvoir la culture internationale, non seulement monégasque, toujours un peu pour les raisons de taille du pays, mais est-ce que il y a d'ailleurs plusieurs endroits où on peut assister à des spectacles et à des expositions, etc., n'est-ce pas? Oui, effectivement, on a une grande chance à Monaco d'avoir, un un panel de choix, que ce soit de l'opéra, que ce soit l'orchestre philharmonique, que ce soit, les ballets, mais également évidemment les lieux qui s'y prêtent, c'est-à-dire aussi bien au Grimaldi Forum que dans d'autres, enceintes, d'accueillir, des artistes, que ce soit national, j'allais dire, au niveau des structures que je viens d'évoquer, mais aussi internationales. Et pour les structures, nationales, elles font également des tournées, à l'étranger et elles se produisent dans différentes villes à travers le monde. C'est une façon effectivement de rayonner en matière culturelle, en matière diplomatique également et comme on le dit toujours, ça rapproche, les cultures, ça rapproche les gens, ça rapproche, évidemment des façons de voir, des façons de pouvoir, échanger. Et puis, naturellement, vous êtes inséré dans le territoire qui est celui de la Côte d'Azur, et donc il y a des interactions très importantes aussi avec le monde culturel autour de la région autour. Tout à fait, il y a souvent bon des vérifications pour ne pas évidemment avoir les mêmes, je présume, mais là c'est au niveau national, c'est pas mon domaine, mais de ne pas faire les mêmes événements ou en tout cas les mêmes artistes. Donc c'est un travail mené par Monaco de façon, j'allais dire presque en collaboration, ou en tout cas pour, vérifier, que l'offre culturelle qui est, proposée à la population soit la plus, variée, la plus de qualité également possible, pour, permettre aussi aux personnes qui habitent pas obligatoirement à Monaco de pouvoir, venir, en En principauté et profiter. pouvoir en profiter, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une mission particulière pour 2023 pour, en ce qui concerne votre travail à l'UNESCO, ou est-ce qu'il y a une cause nationale, entre guillemets, particulière du point de vue culturel pour 2023? Alors d'un point de vue culturel, pas, particulièrement. En revanche, l'année 2023-2024, sera les 100 ans de la naissance du prince Régnier III. Et je sais qu'il y a un certain nombre de manifestations qui sont prévues aussi bien à Monaco qu'en extérieur, avec un comité qui se charge de cela. Donc je suis un petit peu dans la boucle, mais c'est plutôt sur la principauté Si qu'il va c'est y avoir un certain nombre de manifestations, plus, comme je le disais, les 30 ans de Monaco à l'ONU. Donc ça, ce sera, je présume,
aux alentours de mai-juin, puisque c'était à cette période que la principauté est devenue membre, de cette organisation à New York. Je vous remercie, madame Anne-Marie Boisbouvier. Je vous rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO et je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain après l'After Foot, toujours sur RMC, mais aussi sur le site et sur le podcast et sur l'app de RMC où vous pourrez retrouver notre émission. Bonne nuit.